Bienvenue dans votre émission Laval en mille et une cultures. Aujourd'hui, nous recevons Dorca Destinoble, directrice générale de Femmes en Emploi. Bonjour Dorca. Bonjour Hadi, merci pour l'invitation à la télévision régionale de Laval. Ça me fait plaisir, me fait plaisir de te recevoir Dorca. Dorca, tu es haïtienne d'origine, oui, québécoise d'adoption. Et parle-nous un peu de toi. Depuis quand tu es au Québec? C'est quoi un peu ton parcours? Alors, je dois dire que je suis mariée à l'amour de ma vie. J'ai un petit garçon de 16 mois. Ça fait 8 ans que j'ai immigré au Canada. D'accord. J'ai travaillé dans le domaine de l'informatique et c'est un peu ça ma formation. Et comme tu l'avais dit au début, oui, je suis la fondatrice de Femmes en Emploi. D'accord. Fondatrice puis directrice générale. Mais pourquoi créer Femmes en Emploi, un organisme qui est lavallois, c'est ça? Ben, vous savez, Laval, c'est la 3e plus grande ville du Québec, la 15e au Canada, avec plus de 400 000 personnes. Donc, ça veut dire que c'est un endroit où les personnes issues de communautés culturelles aiment venir habiter. Donc, qui dit nouveaux arrivants, nouvelles personnes, ça dit automatiquement qu'il y a des besoins en ressources socio-communautaires. Donc, d'où la raison pour laquelle on a mis sur pied un organisme qui puisse répondre aux besoins des femmes en particulier. Ben, pourquoi femmes? Femmes, normalement. Voilà. On est des femmes. Oui, voilà. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on le sait toutes les deux que les femmes sont une catégorie historiquement marginalisée. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour les femmes. Pour les femmes. Donc, Dorca, tu me parles de femmes, d'immigration. C'est un spectre assez large, mais êtes-vous ciblé? C'est quoi la mission de l'organisme, en fait? Bon, Femmes en Emploi est fondée en 2014 dans un sous-sol à Laval avec des collègues, des amis d'origine haïtienne et africaine. Donc, la mission, elle est simple. C'est de favoriser l'intégration, on va dire, sociale, culturelle et économique des femmes, principalement établies à Laval, mais issues de l'immigration. De l'immigration. Donc, on est dans une démarche d'autonomisation pour leur permettre une intégration, mais réussie. D'accord. On parle beaucoup d'autonomisation des femmes. C'est quoi les actions pour arriver à ça? On en a beaucoup. On a un projet actuellement qui est financé par la ville de Laval dans le cadre du programme Mobilisation Diversité. Donc, ce programme s'appelle le groupe de partage interculturel entre femmes. Donc, c'est vraiment un espace d'échange où des femmes immigrantes ou bien récemment arrivées au Québec communiquent avec des femmes lavalloises sur des sujets divers comme la santé, la violence faite aux femmes, la politique, l'autonomie, etc. Donc, ça permet de briser les barrières, de créer un rapprochement interculturel. Est-ce que vous avez des retours concrètement? Qu'est-ce que ça apporte, ces actions-là? Oui, on a des retours très positifs, mais on va attendre la fin du projet parce qu'on va faire un sondage avec toutes les participantes. Mais jusque-là, ça s'est très bien passé. On a relevé beaucoup d'éléments positifs et aussi on a remarqué que les objectifs en termes de présence des femmes immigrantes, des femmes lavalloises, donc les objectifs sont largement atteints. Et des fois, les salles qu'on utilise, il faut aller demander davantage de chaises parce qu'on a plus de gens de prévus. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui intéresse vraiment les femmes, qu'elles soient immigrantes, qu'elles soient lavalloises. Donc, il y a un besoin, en fait, d'échange. Hein. Comme vous l'avez dit, Laval est la 3e région, mais c'est aussi la 2e région en immigration. Est-ce que, au niveau des actions à mener, avez-vous une projection par rapport à la mission de Femmes en Emploi? Oui, tout à fait. Là, on travaille sur un 2e projet. Ce sera le groupe de partage interculturel de Laval. C'est un projet qui sera fait surtout pour les mères immigrantes. D'accord. Je vais te donner une petite anecdote. Il y a une maman qui est arrivée récemment au Québec et qui amène son enfant à la garderie. Et puis, l'hiver est arrivé assez rapidement. Puis, on lui a dit... désormais, il faut habiller l'enfant avec un manteau. OK, elle a dit pas de problème, parce que là, il fait froid, il faut l'habiller autrement. Donc, le lendemain, elle l'a ramené avec un manteau. Sauf que la gardienne, en déshabillant l'enfant, a trouvé juste une couche.
Donc, elle n'avait pas compris qu'il fallait l'habiller et mettre un manteau par-dessus. Donc, c'est comme ces petites choses qui fait que des fois, il y a comme une distance culturelle, des choses qui paraissent normales, simples, tandis que pour l'autre personne qui arrive, elle ne les comprend pas forcément. Et c'est pas pour rien qu'on va voir dans les statistiques que 51% des enfants qui sont signalés à la DPJ sont d'origine haïtienne. Donc justement, nous, on veut travailler là-dessus, on veut promouvoir une éducation égalitaire, sans sexisme, pour permettre aux femmes qui arrivent d'embrasser les valeurs de la valeurs québécoises. Alors, on vient de célébrer, de marquer, j'aime pas le terme célébrer parce que c'est vraiment pas une célébration, de marquer le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Comment l'avez-vous souligné cette journée-là? On a fait une belle activité avec une ancienne élue au niveau fédéral. C'est Madame Diawida Sela qui nous a parlé de son parcours en politique. D'ailleurs, c'était le thème pour cette journée qu'on avait retenu. C'était femmes, pouvoir et politique. On avait aussi une attachée politique dans Chomédé, Madame Sylvana Senatore, qui est une femme brillante, tellement inspirante. Et aussi le député fédéral était là parmi nous pour nous soutenir. C'est un de nos grands supporters. Au début, vous avez dit que ça ne peut pas être une célébration. Moi, je pense qu'on peut prendre tout pour le 8 mars. Parce qu'on a le droit aussi de célébrer nos réalisations. Donc, la lutte pour les droits des femmes n'est pas dans un statu quo. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a faites. Donc, il reste aussi beaucoup de choses à faire. Si on veut célébrer les choses qu'on a réalisées le 8 mars, moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Donc, juste à penser au mouvement MeToo, tout ce qui a eu après. Donc, pour nous, c'est quand même... c'est une réalisation. C'est une victoire, quelque part. D'accord. Et quelle autre victoire on peut compter pour les femmes au Québec et en dehors du Québec? On voit que les femmes s'intéressent davantage au monde politique. Donc, beaucoup de femmes, elles arrivent à briser le plafond de verre. On a des exemples, on a même des exemples dans notre BMR ou bien dans notre municipalité, des femmes qui sont issues de l'immigration, qui finissent par prendre leur place. Je pense qu'elles ont leur place, elles ont des choses à dire et c'est vraiment une façon aussi d'inspirer la relève lorsqu'elles s'impliquent en politique. D'accord. Est-ce que votre portée est juste locale au niveau de Femmes en emploi? On est à Laval, c'est un organisme lavallois. Bon, peut-être plus tard, on pourrait aller vers d'autres villes, mais pour l'instant, oui. On travaille avec eux. On a beaucoup de partenaires lavallois, comme le Centre des femmes de Laval, le Centre communautaire, le Combit de Laval. Donc vous êtes membre de la table de concertation aussi? Deux tables. Deux tables. Il y a conditions féminines et aussi petite enfance. Ah, d'accord. Oui. OK. Petite enfance, pourquoi? Parce qu'on travaille avec des mères. Des mères, d'accord. Petite enfance, ça dit des enfants qui ont des mamans. Et d'ailleurs, l'anecdote que j'ai donnée au début, c'est en allant à une de ces tables-là que j'ai eu l'information. OK. Parlant toujours de petite enfance, est-ce que vous voyez dans la vie quotidienne des différences entre les parents immigrants puis ceux de la société d'accueil? Tout à fait. Oui, j'ai une autre anecdote. C'est, par exemple, chez nous, les parents appliquent beaucoup la fessée, mais on sait qu'ici, c'est proscrit. Fait que des fois, c'est difficile à une intervenante qui n'a pas connu l'immigration, qui n'est pas issue de l'immigration, de faire passer le message. Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Elle va dire, admettons, si ton enfant fait quelque chose de pas correct, au lieu de lui donner une fessée, il faut le priver de dessert. Mais là, quelqu'un qui vient d'arriver d'Haïti, écoutez, on ne connaît pas ça, le dessert. On a un plat principal, les Azareka. Puis c'est tout. C'est culturel. Donc, c'est pas totalement adapté en termes d'intervention. Donc, d'où la raison qu'on est sur ces tables de concertation pour dire, OK, donc, oui, des fois, c'est bien de dire certaines choses, mais il faut aller au-delà pour que l'interlocutrice puisse mieux comprendre que, oui, ces valeurs-là, il faut les laisser à la frontière et embrasser ou être capable de faire une jonction entre la société d'accueil avec les valeurs québécoises. Voilà. Donc, j'imagine que vous poussez aussi les actions positives au lieu que ça soit toujours la fessée, comme vous avez dit, ou même la privation de dessert, le fait de valoriser l'enfant, de l'encourager. Oui, tout à fait. Donc, on encourage vraiment une culture de communication au lieu de toujours être porté trop sur la discipline avec la fessée. Et il y a une phrase simple qu'on leur dit. Donc, c'est sûr que oui, la fessée, dans nos pays d'origine, on utilise ça, mais ce n'est pas parce que
une méthode, on l'utilise depuis des années, que ça veut dire que c'est la meilleure. Donc on peut toujours aller chercher de meilleures méthodes qui conviennent à la société. À la société, que c'est bon de changer de fusil d'épaule. Et revenons à la cause des femmes, qui je sais que est importante pour vous. C'est pas pour rien que vous vous appelez Femmes en emploi. Quelles sont pour vous les causes déterminantes pour l'intégration des femmes, pour arriver en plein épanouissement maintenant des femmes? Oui, donc nous, on est pour pas une espèce d'intersectionnalité dans les causes des femmes, comme quoi il y a la femme blanche occidentale qui fait son truc de son côté, l'afroféminisme d'un autre côté, les musulmanes. Je pense que c'est mieux d'être ensemble, parce qu'ensemble, on est plus forte, on va plus loin. Et je pense qu'une des causes importantes, c'est de lutter dans la manière dans la prise en charge des difficultés que rencontrent les femmes immigrantes. OK. Mais est-ce que c'est les mêmes difficultés? Parce que quand on parle d'intersectionnalité, c'est sûr que c'est des luttes communes, mais avec des défis différents. Oui, le défi de la femme noire immigrante n'est pas le même que même de l'européenne blanche immigrante ou de la québécoise de souche. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles s'entraident. Justement, les défis ne sont pas pareils, mais si on se met ensemble, tout le monde poursuit ses objectifs, mais ensemble, on est plus fort. OK, je pense que c'est le but de l'intersectionnalité et de Femmes en emploi, voilà. Pour finir, Dorcas, si tu avais la chance, la possibilité de changer quelque chose dans nos sociétés actuelles, ce serait quoi? Définitivement, ça serait d'éliminer les différentes formes de violence faites aux femmes. Et c'est pour ça que je lutte tous les jours, parce que je crois que c'est un monde sans violence faite aux femmes n'est pas impossible. Et pour reprendre une citation de Maya Angelou, qui disait qu'à chaque fois qu'une femme se lève, sans le vouloir, sans le savoir, elle se lève vraiment pour toutes les femmes. Merci beaucoup, Dorcas. Merci à vous, Adi. Maintenant, nous allons céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Le 20 mars, à la Société des Arts de Technologie, aura lieu la Fashion Preview, qui est la semaine de mode des créateurs de Montréal. Donc, c'est un événement mode où il y aura des défilés, des présentations de création. Donc, c'est un événement de promotion et de rayonnement de la mode québécoise. Au-delà des présentations de mode qui sont habituelles, les créateurs de prêt-à-porter et d'accessoires choisissent d'exprimer leurs talents par des défilés et des mises en scène toujours plus novatrices et avant-gardistes. Donc, vous êtes invités à aller à cet événement. Les billets sont en vente sur le site de la SAT, donc sat.qc.ca. Donc à Montréal, si vous voulez vous y rendre. Le défilé de mode est à 19h, mais l'accueil du public se fait dès 17h30. Maintenant, je vais vous parler d'un autre événement qui aura lieu le 21 mars. Alors, le 8 mars est passé, mais on continue de parler de l'importance des droits des femmes. C'est très important. Justement, la table de concertation de Laval en conditions féminines, dans le cadre de son 30e anniversaire et de la Journée internationale des droits des femmes, vous convie à un souper-spectacle. Donc, ce sera une soirée festive qui débutera par un cocktail où vous pourrez contempler une exposition relatant les 30 ans d'activité de l'organisme. Vous pourrez aussi assister à la conception d'une œuvre d'art sur place par Nancy Vincent. Vous laissez bercer au son de la musique qu'il y aura sur place. Suivra ensuite un souper-spectacle entre femmes. En vedette, Tiphaine D et la pièce de théâtre Compte à rebours. Il faut noter que la partie souper-spectacle de la soirée est non mixte, donc elle est réservée aux femmes. L'événement aura lieu au Palace, 1717 boulevard Le Corbusier à Laval. Le cocktail, pour souligner le 30e anniversaire, débute à 17h et l'ouverture des portes pour le souper-spectacle est à 18h30. Pour information, 450-682-8739 ou alors par courriel communication sans S tclcf@belnet.ca. Je vous emmène encore toujours le 21 mars à un vernissage cette fois-ci qui aura lieu à l'espace Mouchagaloussa. Donc pendant un mois, donc jusqu'au 21 avril, 30 artistes québécois vont réinterpréter les œuvres du célèbre peintre Picasso.
C'est une exposition qui va avoir lieu à la Galerie d'art Espace Mouchagaloussa à Montréal à partir de 17 h. Donc le 21 mars, ça sera le vernissage, puis après, pendant tout le mois, l'exposition. Le 21 mars, cette fois-ci à 20 h, au Théâtre des Muses de la Maison des Arts de Laval, vous pourrez aller assister au spectacle Lien, avec un S, Destin croisé, qui est un spectacle de danse. C'est un spectacle qui dresse un portrait social et culturel de notre époque dans un univers à la fois très personnel et très typé, où être et paraître se chevauchent. Tout s'articule donc dans ce spectacle autour de la perception de soi et de l'autre. Tout est sublimé par une scénographie numérique. Lien ouvre de nouveaux horizons chorégraphiques portés par des identités physiques et des sensibilités personnelles de 5 interprètes sur scène. Donc pour toute information, rendez-vous sur co-motion.ca pour l'achat de vos billets et les réservations. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons nul autre que la grande Djely Tapa. Djely qui vient d'une grande famille de cantatrices. Oui. Donc vous êtes la fille de Kandia Kouyaté. Je pense que toute l'Afrique et le reste du monde connaît Kandia Kouyaté. C'est un lourd héritage. Hein? Très très lourd, très lourd. Oui. Bonjour, Djely Tapa. Bonjour. Voilà. D'abord, d'où vient le nom Djely Tapa? Parce que je sais que ce n'est pas ton nom. Oui, Djely Tapa, c'est, bon, je peux dire c'est mon nom parce que le nom de ma grand-mère, je porte le nom de ma grand-mère. D'accord. Que toute la région des Cailles connaît aussi, Djely Tapa Soumano, au Mali, qui fut une grande voix, une grande griotte. Oui. Donc, je porte déjà son nom à la naissance et porter aussi son pseudonyme, ça me fait énormément encore plaisir. Et puis, je pense que tant qu'à porter son héritage, tant qu'à porter le nom de ma grand-mère, il faut le porter tout entier. D'accord. On parle de Djely, toi et moi, mais pour le commun des mortels, des Québécois, surtout, c'est quoi un Djely ou une Djely? Je vais aller d'abord par la définition, disons, littéraire qu'on dit griot. Souvent, pour moi, ce qui ne définit pas très bien le griot, le Djely que je suis. Le Djely, je dirais, ça veut dire le sang. Ce que le sang est pour le corps humain, le Djely est pour le corps social. Le Djely est un ambassadeur. Le Djely est un historien. Le Djely est un conseiller. Le Djely est une bibliothèque. Une bibliothèque qui ne brûle jamais parce que ça se transmet. Donc, je peux dire le Djely est pour le corps social ce que le sang est pour le corps humain. Oui. C'est lui qui fait vivre le sang social. Voilà, circule dans tous les organes et tout. Voilà, c'est ça. Une belle définition du Djely. Et vous venez d'une famille de griots, votre père, votre grand-mère, arrière-grand-mère. Donc vraiment toute une lignée de griots et de cantatrices. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné, dire « Ah non, non, moi je ne ferai pas de la musique » ou « On n'échappe pas à ce destin » Oui. Et à un moment donné... moi, je ne voulais plus faire de la musique. Non, c'est pas que je ne voulais plus faire de la musique. J'ai toujours eu de respect pour mon héritage. Mais je me disais qu'un enfant de griot pourrait faire autre chose que seulement chanter et danser. Ou compter, ou être les porte-paroles. Donc, je me suis intéressée en ce moment aux études, encouragée aussi par la famille. Parce que malgré tout, on nous envoyait quand même à l'école, même si on ne durait pas longtemps. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, des bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont encouragé. Et surtout ma mère, vu qu'elle avait aussi une carrière internationale, elle sortait beaucoup du pays. Et l'éducation était très importante pour elle. Donc, ça m'a poussé à aller beaucoup vers les études. Ici, c'était correct parce que je pense que les études m'ont permis d'avoir une autre vision, de pouvoir transmettre d'une autre manière et de pouvoir amener mon héritage à un autre niveau. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'ai dit, non, moi, je ne vais pas chanter. Non, je vais étudier et je l'ai fait. Et je l'ai fait et je peux dire que
c'est la meilleure chose que mes parents, que les bonnes personnes que j'ai rencontrées sur le chemin de ma vie, a été, je peux dire que c'est la bonne décision qui a été prise pour moi. Ouais. D'ailleurs, c'est les études qui vous ont amené à Montréal. Oui, c'est les études qui m'ont amené à Montréal. Après ça, le mariage. Et on n'échappe jamais à l'héritage griotique. Donc, ça vous a rattrapé? Oui, ça m'a rattrapé. À quel moment? Et je me rappelle, j'étais là, il y avait des mariages, des baptêmes dans la communauté malienne. Et puis, ma tutrice ici, Dounamba Sidibé, que je salue d'ailleurs, est une femme forte de la communauté, une maman de la communauté qui accueille tout le monde. Donc, il y avait des baptêmes, des mariages. Donc, comme j'étais tout le temps avec elle, on partait dans ces mariages-là. Et une fois au Balatou, j'étais en jean, et puis petite short coupée au niveau des bas-ventres et tout. Pas du tout habillé comme un enfant de griot. Et j'arrive, et puis on me dit, ah, mais il n'y a pas même un enfant de griot ici qui peut nous faire un petit a cappella et tout ça, les louanges. Puis là, ma tante, elle dit, mais tu es un enfant de griot? Je dis, mais moi... Je suis une étudiante là. Non, je suis une étudiante. Oui. Là, mais j'ai quand même une éducation griotique. Vu ma grand-mère et tout. Donc, je me suis levé quand même par devoir. J'ai chanté, j'ai fait le sorio pour accueillir la maman et puis tout son groupe. Et là, monsieur Touré était là ce jour-là. Après le baptême, il m'a appelé. Il paraît que tu es la fille à Kandja. Je dis oui. Il dit, ah, enfin, Montréal vient d'avoir sa griotte. Là, je lui dis, ah, je dis, mais moi, je suis une étudiante. Les histoires de griot, je ne vais pas rentrer dedans. Il a dit, si tu refuses ça, c'est comme si tu reniais ta famille. Voilà. Et là, je dis, OK, aujourd'hui, j'accepte d'être la griotte de Montréal. C'est depuis ce jour-là que j'ai accepté d'être la griotte de Montréal. Oui. Une bonne chose hein, que vous avez accepté parce que ça nous a donné Barocan. Donc, une grande carrière hein, en fait au fil des ans avec beaucoup de collaborations. Mais vous venez de sortir votre album solo Barocan qui est bien accueilli par la critique et que j'ai écouté. J'ai adoré Barocan avec arrangé par Afrotonix. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire cet album-là, puis comment ça s'est passé? 17 ans pratiquement sur la scène musicale montréalaise avec plusieurs collaborations, vous avez dit. Barocan est comme le résultat de toutes ces années de recherche. Et j'ai quand même, les gens me connaissent sur un style de musique particulièrement dingue, traditionnel et tout. Moi, je voulais me diriger quand même vers pas un autre style, vers un mélange de styles. Donc, chaque année, je prenais mes 2 semaines ou 1 mois de vacances, je partais au Mali et je restais à côté de la grammaire maternelle. Et moi, j'ai eu plus d'éducation du côté de la grammaire paternelle. Mais cette fois-ci, j'ai été séduit par le style de musique du côté de la grammaire maternelle. Donc, comme je ne maîtrisais pas ce style-là, chaque année, je partais et puis écouter, rester à côté de la grammaire, qui est un style un peu plus pentatonique de bricot, proche de Wassolon, du blues et tout. Donc, ça m'a pris des années quand même de recherche auprès de ma grand-mère jusqu'à ce que j'ai l'autorisation finalement de sortir le produit. Et puis avec les échanges que j'ai eus avec d'autres musiciens ici, la musique électronique, avec Jean-François Lémy, Africana Soul Sister. Donc c'est ça qui a donné naissance à l'album Barocan. Un album éclectique en fait, avec beaucoup de soul et de jazz. Des morceaux dansants aussi. Oui, des morceaux dansants, parce que Jelita pas aime danser, tout le monde fait ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une chanson que vous garderiez malgré tout dans cet album? C'est-à-dire une qui vous a marqué? Oui, une chanson dans l'album qu'on a nommé Home. Home, c'est une chanson que j'ai dédiée à la petite sœur de ma grand-mère. Et parce qu'elle est décédée, père son âme, elle, c'était une grande voix. Son décès m'a beaucoup marqué. Et je peux dire que c'est elle qui m'a séduit, c'est sa voix et son style de chant qui m'a séduit. Et d'où je suis allé vers la musique de Brico. Donc Home, il me tient beaucoup à cœur.
Vraiment. C'est ta chanson dans l'album. Oui. Et pour finir, Djely, un vœu pour ton pays, pour ton continent d'origine, l'Afrique, puis pour le Mali. Vous savez, moi, je suis une féministe. Et je le crie haut et fort. Mon combat, l'album d'ailleurs, je l'ai dédié à la femme africaine en particulier, à l'africanité. Donc, mon vœu, aujourd'hui, ça fait pas très longtemps, le 8 mars. Donc, les femmes souffrent beaucoup. Oui, les femmes ont besoin d'encouragement, de soutien, de reconnaissance. Et surtout, il y a beaucoup, ces temps-ci, en Afrique, il y a beaucoup de tueries. Les femmes sont assassinées par leur propre époux. Une jeune fille, Mariam Diallo d'ailleurs, 37 coups de couteau. Moi, je voudrais que ça s'arrête. Ça, c'est mon vœu le plus cher. La violence contre les femmes, que ça s'arrête. Oui. Merci beaucoup, Djely Tapa. Sopolo, merci à toi. Voilà. Merci de l'accueil sur votre plateau. Ça me fait plaisir. On va donc se quitter sur ce beau clip Barokane de Djely Tapa et on vous dit à la semaine prochaine. Kagoni mizemvoyi horomu soni temeto horomu solondo mo temeto akumanye munjeli ala ngo sra barokanye mro hawaye fly grilajo solondo mogalio horomu so samara kelindo mbalo imae fila barokanye mlo Masakali mamare fly Mora jalo mamare Israel fly Fly galo madasra Boba de Israel fly Yari de Israel fly Kuyate Denis Raya Neninga Jelikazigili Jeli Mori Jelikazigili Oyaka Kora Bato Fonye Horo Musoni Temeto Horo Musofini Kelendo Mbaga Temeto Akomanya Mu Jeli Ala Ngo Sra Barokanye Mlo Deneni walia sona ni uruya ni waningalia deneni walia sona ni uruya kimenu bigo ni waningalia deneni walia sona ni uruya ko sonye mola sonye tamalala sonte mola sonye Samra nintigilu troma Kumae mogonyana kumae chiela Tenya he mogonyana